C'est à moi, vous êtes très aimable. Bon, je ne sais pas si j'ai bien fait de venir, parce que vous m'avez déjà invité plusieurs fois. Et en fait, j'ai peur de me répéter. Je crois que si vous étiez là lors de ma dernière conférence, ou conférence causerie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. J'ai pas beaucoup de choses bien nouvelles à dire, même sur ce livre, qui est d'ailleurs un pamphlet je dirais, d'un vieux monsieur, ce qu'on appelle un kakoshim. Vous savez ce que ça veut dire, kakoshim, qui a des mauvaises humeurs. Et en gros, c'est un livre d'humeur, ou comme cela, après mes livres un peu érudits, et avant ce qui sera mon dernier livre sur la continuation du sacré, je me suis un peu défoulé. Voilà. Donc c'est un peu quelque chose de cet ordre, mais en même temps avec des formes de répétition. Je vous prie de m'en excuser si vous m'avez déjà entendu, encore une fois. Je me répète actuellement. Je redis toujours les mêmes choses et vous saurez bien faire le tri. Mon idée essentielle dans ce livre, et d'ailleurs l'idée fondamentale de tout mon travail depuis une quarantaine d'années, c'est que la peur de la mort n'empêche pas de mourir, mais empêche de vivre. Et que les sociétés équilibrées, dans le fond, ont été des sociétés qui n'ont pas dénié la finitude, mais qui ont trouvé des moyens, en quelque sorte, de la ritualiser, de l'homéopathiser, de faire avec. Voilà un peu autour de cette idée, je prends le contre-pied, en effet, de la bien-pensance actuelle et du moralisme fort ennuyeux qui règne, ce qu'il est convenu d'appeler la tyrannie sanitaire. Je ne crois pas, moi personnellement, et je l'explique dans ce livre, et je vais dire pourquoi, au fait qu'il y ait une pandémie. Il y a une maladie, et il y a surtout une psychopandémie, une hallucination collective. Et que régulièrement, dans les histoires humaines, on voit ressurgir ce processus de psychopandémie, voilà. Mais que la société officielle appelle pandémie. Alors, voilà un peu disons, pour dire ce que je dis et redis régulièrement, c'est que notre cerveau reptilien, notre culture, dans le sens fort du terme, ce qu'on a sucé avec le lait maternel, c'est un linéarisme historique. C'est pour dire bref, et là aussi c'est un de mes dadas théoriques, un peu ce qui est la marxisation de l'intelligentsia actuellement. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie et arrivera à un point B de civilisation absolue. Et c'est ce qui va s'élaborer en particulier au XIXe siècle, qui est tout simplement le mythe du progrès. Des bons esprits, je pense ici à Carl Schmitt ou à Karl Levitt, à leur manière, un juriste et un philosophe, avaient avec justesse montré que, dans le fond, tous les concepts ayant trait à l'État actuellement n'étaient qu'une sécularisation de ce qu'était le grand messianisme judéo-chrétien. C'est-à-dire un peu plus tard, on y arrivera. La cité de Dieu augustinienne, pour le dire bref. Voilà. Et donc, dans le fond, à l'opposé, moi, de ce messianisme et de ce progressisme, eh bien, en citant ici un auteur qui m'inspire beaucoup, Joseph de Maistre, le bon sens et la droite raison réunis nous obligent à reconnaître qu'il n'y a pas ce linéarisme, mais qu'il y a des époques. Voilà. Et mon dada, c'est de réfléchir sur ces époques. Je l'ai encore vérifié avant de venir. Si vous avez un bailli, consultez-le. En grec, le mot époque, ça signifie suspens, quelque chose qui s'arrête. Et d'une manière un peu plus triviale, et c'est non moins intéressant, et je m'en sers beaucoup, c'est une parenthèse. Vous comprenez ce que ça veut dire? Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et de mon point de vue, eh bien, est en train de se fermer cette parenthèse moderne. On discute bien sûr sur la temporalité de ces époques, 3, 4 siècles, peu importe en la matière. Ce qui est certain, c'est qu'entre des époques où un certain nombre de valeurs s'élaborent et une autre époque où d'autres valeurs, je vais en parler, s'élaborent aussi, pour moi modernité, post-modernité, il y a des périodes. Une époque, c'est, j'ai dit, 3-4 siècles. Une période, c'est quelques décennies. Et nous sommes dans une de ces périodes. Le propre des périodes, c'est que le son crépusculaire, toujours. Les lumières deviennent clignotantes. C'est-à-dire qu'on voit ce qui est en train de s'achever, et dans le fond, on n'entend que quelques balbutiements
sur ce qui est en train de naître. Voilà la période où nous sommes. Où on se rend, encore une fois, sans trop savoir bien comment dire, sans trop savoir comment le nommer. On voit bien comment ce qu'était dans ce balancier des histoires humaines, que les grandes valeurs modernes qui, je ne vais pas le redire 100 fois, mais constituent encore le propre de la société officielle, n'est plus en phase avec la société officielle. On a une idée dans sa vie. C'est Hannah Arendt qui le disait, ou Heidegger. Moi aussi, je n'ai qu'une idée autour duquel j'ai écrit tous mes livres, un peu trop d'ailleurs. Mais c'est que cette idée, elle est simple. Pouvoir, puissance. Pouvoir institué, puissance populaire. Quand ça marche, il y a un accord entre le pouvoir et la puissance. Il est d'autres moments, nous sommes dans un de ces moments où il y a un désaccord, un déphasage entre le pouvoir et la puissance. Et alors à ce moment-là, c'est ça les périodes. Et à ce moment-là, il faut trouver les mots pertinents, pour dire bref, ceux qui en quelque sorte crèvent les yeux, si je le dis à la manière un peu populaire, et qu'on ne sait pas voir, on ne peut pas voir. Je fais une distinction sémantique entre les évidences théoriques et ce qui est évident. Les évidences théoriques, c'est encore une fois ce qui est transbahuté par le savoir officiel, par l'oligarchie médiatico-politique. Gauche et droite confondues en la matière. Ce qui est évident, quand je dis ce qui crève les yeux, c'est encore une fois ce qui est là et qu'on ne veut pas voir. Voyez ? Et pour moi, il y a une différence fondamentale entre les évidences théoriques, ce n'est pas la peine de continuer là-dessus, et puis encore une fois, une autre réalité qui ne se reconnaît pas du tout, qui ne se reconnaissent plus dans ces évidences théoriques, qui à bien des égards participent justement de ce qui est en train de se passer. Et c'est quand il y a un déphasage, un décalage, ce qui me paraît être le cas actuellement, vis-à-vis des élites, dans le sens simple du terme élite, ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire, politiques, journalistes, experts de tout genre, c'est ça, en quelque sorte, pour dire bref, chaque époque, chaque société a bien sûr une élite, et à certains moments, nous sommes dans un de ces moments où il y a un décalage. Et c'est parce qu'il y a ce décalage où, dans le fond, on répète cette élite va répéter toujours la même chose. C'est ça, là, ce qu'il est convenu d'appeler la bien-pensance. Moi, j'ai été longtemps titulaire de la chaire Durkheim à la Sorbonne, et il y a une thématique qu'il avait développée et qui m'était chère. Il parlait du conformisme logique. Le conformisme logique, c'est ainsi. On va répéter ce qu'il convient de répéter, en quelque sorte. À cette autre manière, Lévi-Strauss parlait d'un effet de structure. Et l'idée d'effet de structure, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître, si vous voulez, de ce qu'on dit. On ne fait que répéter, un spitacisme, pour dire en des termes un peu plus soutenus. Et c'est à mon avis ce qui est en jeu actuellement. Et quand il y a ce décalage, quand il y a ce conformisme logique, quand il y a cette attitude de perroquet, qui est d'une manière lancinante, en quelque sorte, en train de se développer. Vous savez, ce grand théoricien qui était Raymond DeVos disait justement « Quand je n'ai rien à dire, je veux que ça se sache ». D'une certaine manière, c'est un peu moi ce qui me paraît être en jeu actuellement. Vous voyez, c'est ça, si j'ai dit le mot, je le redis, spitacisme. Et c'est parce qu'il y a cela, eh bien, et c'est mon hypothèse dans ce livre, qu'il va y avoir une multiplicité de soulèvements. Et si nous discutons, je ferai une différence entre les soulèvements, insurrection, révolte et la révolution. La révolution, ça s'inscrit dans le linéarisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Les soulèvements, c'est beaucoup plus ponctuel. C'est quelque chose qui, justement, ne fait que marquer le fait qu'il y a fondamentalement, et voilà mon hypothèse, un changement d'imaginaire contemporainement. L'imaginaire, j'étais disciple de Gilbert Durand, qui était le grand anthropologue de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est tout simplement, vous voyez, rêve, fantasme, fantasmagorie, etc. On peut multiplier à l'infini ce qui constitue fondamentalement l'être ensemble de base. Mais étant entendu, en référence à ce que je disais il y a un instant, eh bien qu'il y a à certains moments des changements d'imaginaire. En la matière, il est un mot qui peut bien faire comprendre ce que je dis là, qui est proposé par Thomas Kuhn dans son livre fameux sur la structure des révolutions scientifiques. Il parle du paradigme et changement de paradigme. L'image qu'il donne, la métaphore qu'il propose, est une belle métaphore. Il dit un paradigme, dans le fond, c'est une matrice. Les réquisites sont là pour que naisse la vie, ou lui en la matière, pour que naisse telle découverte scientifique, telle application technologique. Il est d'autres moments
où les réquisites ne sont pas là. Il n'y aura pas donc révolution scientifique, application technologique, etc. Moi, si je l'applique à ce qui est en jeu, eh bien voilà, la matrice moderne a été féconde. Elle est devenue inféconde. Même s'il y a, bien évidemment, le décalage que je disais il y a un instant. Et de ce point de vue, rendre attentif à cet imaginaire, c'est tout simplement rendre attentif que tout comme il y a des changements climatiques stricto sensu, eh bien, il y a des changements climatiques atmosphériques. Il y a un auteur qu'on ne connaît plus, qu'on ne connaît pas en France, enfin, ou qu'on ne lit plus, qui est Ortega y Gasset, un philosophe espagnol, et qui a écrit un livre que je vous conseille. Peut-être, je vois des petits clignements de tête que vous en avez déjà parlé, mais ah ben voilà. Ah oui, oui, mais c'est pas celui-là. Je parlais de ce livre que je vais vous dire et qui s'appelle La révolte des masses. Dans les années 30, Révolte des masses. Et c'est un livre à relire actuellement, vous comprenez pourquoi, par rapport à ce que j'essaie d'indiquer, Révolte des masses. Et il a une très belle expression dans cette Révolte des masses, il parle de l'impératif atmosphérique. On est tributaire, dit-il, d'un impératif atmosphérique. Vous voyez bien là la touche un peu kantienne qui est la sienne, il était formé par la pensée allemande. Kant parle des impératifs catégoriques. Lui, il parle des impératifs atmosphériques. Tout simplement, eh bien, on est tributaire de l'atmosphère dans laquelle on baigne. Et donc il y a lieu, et c'est ça l'imaginaire, l'ambiance dans le sens simple du terme, un peu à la manière, puisque j'ai déjà cité Heidegger, quand il parle du Stimmung, une ambiance générale dans laquelle on baigne. Et il est des moments, vous avez compris que pour moi, on est dans ce moment où cet impératif atmosphérique est en train de changer, avec le décalage que j'indiquais tout à l'heure. Avec cette nuance, et que montre bien d'ailleurs Ortega y Gasset, et que j'ai développé pour ma part de diverses manières, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, pour le dire fort simplement. Et qu'en effet, on peut voir cesser quelque chose, une impermanence et continuité de la vie. Je dis bien impermanence et continuité. Et dans le fond, c'est un peu cela qui est en jeu actuellement. L'impermanence des grandes institutions qui se sont élaborées au XVIIIe, XIXe siècle, les travaux de Michel Foucault le montrent bien, et en même temps, continuité de la vie. Mais, encore une fois, vie qui n'est pas officielle. Vie qui reste officieuse. J'y reviendrai tout à l'heure. Il est des moments où il faut repérer quel est le roi clandestin de l'époque. C'est une idée un peu romantique de Simmel, mais qui me paraît très juste pour décrire comment, à côté du roi officiel, il y a un roi clandestin. Et que ce roi clandestin est, de mon point de vue, ce qui est en jeu, dans le fond, dans la crise actuelle. Puisque ce mot de crise est un mot fréquemment employé, moi j'ai toujours essayé de montrer que la crise n'était pas du tout économique, comme il est fréquent de le dire. À l'époque, je disais sociétale. Maintenant, on dit crise sanitaire. Non, c'est qu'à un moment donné, comme la crise de l'adolescence, on n'a plus conscience de ce que l'on est et on n'a plus confiance en ce que l'on est. Confiance, conscience. Vous voyez, c'est un peu cela qui est en jeu de mon point de vue, et que plutôt que de parler d'une crise sanitaire, il faut parler, et pour moi c'est ce qui est en jeu actuellement, une crise civilisationnelle, une mutation épocale, dans le vrai sens du mot. Comme je le disais tout à l'heure, une époque qui est en train de changer. Et ce qui est amusant, ce qui est mystérieux, et je vous prie de m'excuser et n'écoutez pas ce que je vais dire parce que je ne suis pas tout à fait certain de ce que je vais dire, mais que chaque fois que l'on observe une crise civilisationnelle, cela, curieusement, s'accompagne d'une épidémie, d'une maladie générale. Réfléchissez à ça. La décadence romaine, vous avez la peste antonine. La fin du Moyen-Âge, c'est la peste noire. Ce qui est, dit-on, l'année la pire qui a été dans notre histoire, 536, l'année la plus horrible, c'est la peste bubonique. Quand on voit ce qui va être après la réforme, l'épidémie de typhus, etc., etc. Dans le fond, je ne vais pas aller plus avant. Et je ne veux pas dire qu'il y a une conséquence entre l'un et l'autre, une cause et effet, mais une corrélation. Une corrélation, ça mérite réflexion, parce que, dans le fond, voilà ce qui serait mon hypothèse ici, c'est que l'épidémie est toujours révélatrice de la mutation, tout simplement. Je ne peux pas aller plus avant. C'est un peu mystique ou mystérieux ce que je viens de dire, donc vous l'oubliez vite, bien sûr, parce que ce n'est pas bien pensant tout ça. Mais dans le fond, tout simplement, et amusez-vous à repérer comment ces mots est employé fréquemment, dès qu'il y a des maladies de cet ordre, c'est quelque chose qui est apocalyptique.
certes. L'Apocalypse, ça veut dire révélation, tout simplement. Et donc il y a un côté apocalyptique, c'est-à-dire révélation de ce qui est en train de naître. Alors, qu'est-ce que serait cela? Si je fais ce petit détour, rappelez-vous quand il y a eu une apocalypse de cet ordre, quand Copernic et Galilée, je dis ces deux, mais il y a Newton aussi, enfin bon, les savants de ces époques-là, ça a été bien souligné. Tiens, vous devriez l'inviter celui-là, Jean-Pierre Luminet. Ça vous dit quelque chose, Jean-Pierre Luminet? Astrophysicien. Astrophysicien. Il a même un truc là-haut qui porte son nom. Je ne sais pas trop quoi, pas un satellite ou quelque chose comme ça qui porte son nom. Et Luminet est en train d'écrire des choses de très belles sur l'épidémie actuelle. Il faut le lire. Et en plus, à la différence de moi qui ne suis pas sérieux, lui c'est un astrophysicien, encore une fois, un vrai scientifique, enfin, qui est très sérieux pour moi. Et a écrit beaucoup de livres sur Kepler, Newton, Copernic, etc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il y a cet apocalypse qui fait qu'on va quitter une conception géocentrique du monde pour aboutir, et je le dis avec beaucoup de simplicité, à cette conception héliocentrique. Et donc, dans le fond, c'est un glissement qui n'est pas négligeable et qui est lourd de conséquences, qui est préparé par des lentes sédimentations avant que l'on arrive à le formuler de la manière que je viens d'indiquer. Eh bien, pour moi, c'est exactement quelque chose de cet ordre qui est en train de se passer au travers de cette crise civilisationnelle. Le passage, si vous voulez, d'une conception anthropocentrique à une conception holistique. Et c'est cela qui, je dirais, est le point essentiel pour bien comprendre ce qui est en jeu contemporainement. Si je le dis en d'autres termes, avec une référence, et j'en parle souvent dans mon dernier livre, cette phrase auquel on n'a jamais prêté bien attention, qui est au cœur même, au milieu du discours de la méthode de Descartes. Retenez ça. L'homme comme maître et possesseur de la nature. Petite phrase de rien du tout, mais qui résume bien cette espèce d'anthropocentrisme. C'est-à-dire que c'est à partir de cette maîtrise, cette domination, aboutissant à bien des égards à la dévastation du monde, que vont se constituer les diverses valeurs sociales. Alors, 18e siècle, philosophie des Lumières, 19e siècle, l'élaboration des grands systèmes sociaux, et puis le 20e siècle qui finalement bouffe le capital. Le 20e siècle n'en a rien apporté d'important. Mais c'est maintenant qu'est en train de se dégager, encore une fois, la saturation de cet anthropocentrisme vers ce que j'appelle, faute de mieux, holisme. Conception beaucoup plus holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce qu'est l'anthropocentrisme, c'est tout simplement ce par quoi j'ai débuté tout à l'heure, le progressisme. Et il faut être obligatoirement progressiste. Ce n'est pas mon cas. Déjà, moi, dans les années 70, à l'époque, ce n'était pas de mode, et vous n'étiez pas né pour certains, en 76, n'est-ce pas? Je faisais ma thèse d'État sur le mythe du progrès. Et je développais et j'expliquais que c'était ça qui était le fondement même de le titre de mon livre s'appelait « La violence totalitaire ». La violence totalitaire, c'était la violence du service public, la violence de la bureaucratie, de la technocratie, reposant sur cette idée du progrès et du mythe du progrès. Dans le fond, à quoi aboutit ce mythe? Sur quoi fonctionne le mythe du progrès? Le concept de base, on n'y fait pas attention. Et là encore, c'est quelque chose qu'on a ingurgité comme cela, c'est la dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. On ne sait plus trop ça, mais fondamentalement, on a été éduqué dans ce processus dialectique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la dialectique, la synthèse? C'est qu'on va tout dépasser. Il y a un dépassement du mal, du péché, de la dysfonction et bien sûr, actuellement, de la mort. Voilà, c'est le transhumanisme. Mais fondamentalement, ça repose sur cette idée dialectique. Le mot allemand est très beau, Aufhebung, hegelien, dépassement. On va dépasser un certain nombre de choses. Et on ne comprendra la tyrannie sanitaire actuellement, la stratégie de la peur qui est élaborée en conséquence, que si on réfléchit à ce petit mot « dépassement ». On va dépasser toutes ces choses que je viens ici de vous indiquer et bien d'autres. Et dans le fond, le grand fantasme du transhumanisme, ce n'est pas autre chose. C'est-à-dire qui est la suite logique du progressisme, du mythe du progrès. Avec cette idée un peu folle, encore une fois, qu'il va falloir, qu'il est possible, bien évidemment, de dépasser tout cela.
le support, la conséquence et le mondialisme. Ou, soyons encore plus précis, l'universalisme. Je suis encore un peu plus précis, les droits de l'homme. Et dans cette expression auquel on ne prête pas attention, les droits de l'homme, il y a encore une fois cette idée que, ben voilà, on va tout dépasser, on va arriver à résoudre tous les problèmes. Je rappelle à cet égard d'ailleurs la grande idée marxienne. Il faut lire Marx à cause de cette marxisation des esprits. Souvenez-vous de cette petite phrase. Chaque société ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Il y a là cette conception de résolution, de solution. Et fondamentalement, voilà pour moi ce qu'est le cœur battant, la démarche philosophique, encore une fois, de ce progressisme qui est en jeu. Voilà, de mon point de vue, ce qui continue à caractériser la société officielle, la technostructure, la bureaucratie, la verticalité du pouvoir. On définit toujours une société à partir du topos qui est le sien, le lieu. Et le topos moderne, c'est la verticalité, c'est le pouvoir, quelque chose qui fait qu'on impose aux autres. À mon sens, et c'est là où je dis glissement de cet anthropocentrisme vers, j'ai dit faute de mieux, le holisme. Le holisme, c'est quoi? C'est le retour de la frontière, c'est le localisme. Important de réfléchir au localisme. Moi, c'est un de mes dadas aussi théoriques. En rappelant la chose suivante, si on reprend là encore la dichotomie kantienne, ce qui fut la grande marque moderne, c'est le temps. L'histoire, c'est le temps. Ça se développe, etc. À l'opposé de cela, ce qui va être de plus en plus important, ce qui a été important dans la prémodernité, c'est l'espace. C'est ça le localisme. Toutes les pensées modernes sont historiques, sont temporelles. On a du mal à le comprendre, mais ce qui est en jeu actuellement, pour moi, c'est cet enracinement. C'est ça, le localisme. Pour le dire d'une manière très simple, j'ai rappelé que l'être ensemble reposait sur cette idée de base, le lieu fait lien. Et dans le lieu fait lien, on a bien évidemment le grand changement qui est en jeu, c'est la tradition. C'est pour moi, j'en avais parlé, je crois même ici avec vous la dernière fois, c'est la religion. Mon livre s'appelait sottement, d'ailleurs, j'ai eu tort de donner ce titre, La nostalgie du sacré. Enfin, c'est pas moi, c'est mon éditeur qui m'a imposé ça. Moi, je voulais mettre le retour du sacré. Mon éditeur a mis la nostalgie du sacré parce que c'était plus vendeur. J'en sais rien. Mais ce qui est certain, voilà, c'est un peu cette tradition qui me paraît être en jeu. Il y a une concaténation à faire entre l'idée de frontière, l'idée de localisme, l'idée de tradition, etc., etc., etc. Toute chose qui me paraît importante. En bref, si vous voulez, pour moi, et vous verrez pour quelles conséquences ça a par rapport au soulèvement, on est en train de passer de l'économie à l'écosophie, dans le sens fort du terme, la sagesse de la maison commune. Et du coup, ce n'est plus, soyez attentifs à ce petit glissement sémantique de rien du tout, ce n'est plus le droit qui va prévaloir, c'est véritablement, c'est l'obligation, c'est le devoir. Voyez. Il est d'ailleurs, lisez la première phrase de ce très beau livre de Simone Weil, la vraie, pas celle qu'on a mis au Panthéon actuellement, Weil avec un seul L à la fin. La première page de son livre qui s'appelle L'enracinement met l'accent exactement sur cette idée d'obligation. Il y a d'abord des obligations, devoir, un terme, une expression que je ne sais pas si vous la comprendrez. Moi, c'est les gens de mon âge où on nous apprenait cela, les devoirs d'État, par exemple. Et cette petite notion de rien du tout, devoir d'État, ça veut dire quoi, devoir d'État? Du status, qui est le vôtre, du statut qui est le vôtre. Eh bien, pour moi, c'est ce glissement, encore une fois, du droit au devoir, dans le sens que je viens ici d'indiquer, soyons clairs, de la liberté à l'obligation, qui me paraît être en jeu dans ce que j'ai appelé une mutation, qui est une mutation épocale. Alors, du coup, je fais ici une distinction, et là encore, c'est une distinction que j'ai souvent faite et qui me paraît importante, entre le drame et le tragique. La modernité repose sur une conception dramatique du monde. Le drame, c'est la dialectique auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est le théâtre du boulevard, le mari, la femme et l'amant. Il y a une solution, quelque part, une résolution. On va y arriver. Voilà. Et donc, dans le fond, c'est cette espèce de report de jouissance, conception dramatique de l'histoire. Contemporainement, ça veut dire quoi?
dépasser la maladie, le dysfonction, la mort. Voilà. C'est ça, disons, dépasser la notion même de finitude, qui est un élément qui nous caractérise. Je rappelle d'ailleurs, je vous prie de m'excuser si cela paraît obsédant, mais la grande figure mythique de Karl Marx, c'était Prométhée déchaîné. Prométhée déchaîné. Et c'est intéressant de voir cette petite expression. L'esprit de la vie le rend libre, Schatzluft macht frei. Et c'est Prométhée déchaîné qui se déracinait, qui se détachait du lieu où il était. Et cette figure non négligeable de Prométhée déchaîné caractérise pour moi cette conception dramatique qui a caractérisé la modernité. Conception dramatique qui est encore le propre des élites contemporaines. Alors qu'à l'opposé de ça, eh bien, de mon point de vue, si je me suis bien fait comprendre, il y a au contraire, c'est plus le progressisme qui est en jeu. Moi, j'ai repris une autre idée qui était l'idée de progressivité. Le progressisme, c'est la flèche du temps hegelienne. La progressivité, ça, c'est ma proposition. C'est ni la flèche, ni le cercle, mais la spirale. En d'autres termes, un oxymore qui m'est cher, c'est l'enracinement dynamique. C'est à partir des racines du namis qu'il y a de la force, qu'il y a un développement possible. Et cet enracinement dynamique, c'est dans le fond mettre l'accent sur, j'ai bien dit tout à l'heure, non plus simplement l'anthropocentrisme, j'ai dit holisme. On pourrait dire entièreté de l'être individuel et de l'être collectif. Entièreté. On dit que ce mot entièreté n'est pas un mot français, c'est une belgitude. Mais je l'assume en tant que telle, belle belgitude, encore une fois, qui vient dans le fond de la mystique rhénane, Ganzheit, cette espèce de conception totale, non pas un morceau, non pas cette coupure qui a fait la modernité, le corps, l'esprit, la matière, le spirituel, la nature, la culture, etc. Mais au contraire, c'est ça le holisme, c'est ça l'entièreté. Qu'est-ce que c'est que cet humanisme ? Si on joue sur la sémantique, la proximité sémantique, l'humanisme, c'est reconnaître qu'il y a de l'humus dans l'humain, qu'il faut avoir cette humilité de reconnaître l'humus dans l'humain, et au mieux de le faire avec humour. Voilà un peu ma chaîne sémantique, si vous voulez, qui est la vraie compréhension de cet humanisme. À partir de l'humus, qu'est-ce que c'est que l'humus ? C'est une métaphore rappelant une chose de très simple. C'est la pourriture qui donne la vie. Dans la tradition, et dans le fond, c'est ça fondamentalement ce qu'est le tragique. Alors voilà ma différence par rapport au dramatique. Le tragique, il est aporique, aporein en grec. Il n'y a pas de solution. La sagesse populaire le dit, il faut faire avec. Voilà, faire avec. Alors que la conception dramatique du monde consiste, vous l'avez bien compris, à dépasser, à trouver toujours une solution. Le tragos, d'ailleurs la trachée artère par opposition aux veines, c'est quelque chose qui est dur. L'idée de la trachée nous renvoie à cette idée du tragique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser, la mort, j'ai dit tout à l'heure, il faut la ritualiser, l'homéopathiser. On n'est plus dès lors dans ce mot que j'ai dit et qui, qu'on en soit ou pas conscient, constitue le fondement même de tous nos systèmes modernes. On n'est plus donc dans le dépassement, mais moi le mot que j'ai proposé, c'est la complétude de l'être. Cette idée de complétude, c'est-à-dire dans le fond, ce processus d'ajustement. Le cardinal Nicolas de Cuse disait ça, coincidentia oppositorum, la coïncidence des choses opposées. Et que dans le fond, l'idée de complétude, c'est voir la relation qui peut exister entre le visible et l'invisible. Dans mon livre, je fais référence à ce qui est dans la catholicité traditionnelle, le culte de Notre-Dame de la Bonne Mort. Et la statue qui m'a le plus frappé de cette Notre-Dame de la Bonne Mort, à Frongombault, c'est Notre-Dame du Bien Mourir, mais celle de Notre-Dame de la Bonne Mort, il y a une statue, si vous avez l'occasion de la voir, à Poitiers, de Notre-Dame de la Bonne Mort, où on voit la Vierge qui pointe de son doigt le sol et l'enfant Jésus qui pointe de son doigt le ciel. Voilà la métaphore, si vous voulez, intéressante de ce que j'appelle la pourriture donnant la vie, fondamentalement. Et là encore une forme de sagesse, à mon sens populaire, qui relie ce visible et cet invisible. Alors que le rouleau compresseur du rationalisme moderne avait voulu évacuer justement cette dimension structurelle, une structure anthropologique de cet invisible-là. Alors du coup, l'hygiénisation,
l'asepsie, la tyrannie sanitaire, et on pourrait multiplier à l'infini ces expressions en ce genre, mais c'est toujours la négation de la complétude. Soyons plus précis, la dénégation de la complétude. Et cela se fait de quelle manière, sinon par cette stratégie de la peur. La stratégie de la peur repose sur une idée très simple, protection, soumission. Je te protège, tu te soumets. Il est un auteur que vous connaissez certainement, qui est La Boétie, livre fameux de la servitude volontaire. C'est un très beau livre qu'il faut lire et relire à bien des égards, et qui repose exactement là-dessus. Il montre bien que c'est à partir de la stratégie de la peur que s'élabore cette servitude volontaire. Ce que dit La Boétie, et qu'on ne relève pas trop souvent, c'est dommage, c'est que quand il y a cette servitude volontaire, il y a toujours, et l'expression, ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est moi, son analyse est beaucoup plus subtile que la mienne, mais il y a un quant à soi populaire qui s'élabore. Quant à soi, si je le dis en des termes plus triviaux, cause toujours « tu m'intéresses ». Et donc, dans le fond, bien sûr, il y a cette soumission à partir de la protection que je suis censé t'offrir, mais à partir de ce moment-là, il y a, et moi c'était une de mes premières idées dans ma thèse d'État, il y a de la ruse, de la duplicité. C'est ça le quant à soi. La duplicité, c'est être double et duple. C'est-à-dire, encore une fois, je suis apparemment soumis et en même temps, il y a des éléments qui en quelque sorte, vont dépasser, outrepasser cette soumission. Et cela se fait d'ailleurs par une, soyons clairs, par une lente sédimentation. Je m'inspire ici, c'est le mécanisme que développe un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, qu'on ne connaît pas bien, pas du tout d'ailleurs en France. Et Sorokin, réfléchissant sur la culture, montre que dans le fond, la culture, c'est une évidence. C'est ainsi. C'est ce qu'on a sucé avec le lait maternel, pour dire bref, quelque chose qu'on a intégré sans bien y faire attention. Mais que cette évidence, à certains moments, ne fonctionne plus. Et montre-t-il, c'est parce qu'il y a une lente sédimentation aboutissant à une forme de saturation. Mais là encore, restons sur les expressions très populaires et très simples. Le verre d'eau que je sale ou je le sucre, c'est l'exemple que donne Sorokin, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier grain de sel ou de sucre, je ne vois pas qu'il y a saturation. Et c'est le dernier grain de sel ou de sucre qui va amener la saturation de ce verre d'eau. C'est la dernière goutte qui fait déborder le vase, tout simplement. Voilà un peu moi mon hypothèse, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on est dans un moment où tous ces éléments de la société officielle sont de plus en plus saturés. Lame de fond. Et donc c'est à partir de cette lame de fond que se développent ce dont les mainstream parlent peu ou très mal, des formes d'explosion, de manifestations, de soulèvements multiples et divers, de petites révoltes. J'ai bien dit, qui ne s'inscrivaient pas dans la grande lignée politique de la Révolution. La Révolution reposait sur une idée très simple, le peuple est débile. Moi, le révolutionnaire professionnel, je vais lui apporter la conscience. Et à partir de ce moment-là, il fera la révolution. Mais il y a encore une fois cette espèce de linéarisme qui n'est plus en jeu actuellement, puisque aussi bien la révolution s'inscrit dans le processus du mythe du progrès, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, je dis lame de fond, avec des explosions qui ne s'inscrivent pas dans une ligne assurée d'elle-même, mais qui sont des moments. C'est pour ça que je dis soulèvement, explosion. Il n'y a pas de vraie liaison entre les gilets jaunes et ce qui se passe actuellement. Et pourtant, il y a des proximités, si vous voulez. Il y a, je n'ose pas dire des causalités, parce que je ne crois pas à l'idée de causalité, mais en coup sûr, quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, cela participe, là, je reprends ici ce mot, du même paradigme. Voilà un peu ce qui me paraît être en jeu dans ce processus, à la fois de sédimentation et de saturation. Et on n'a pas bien réfléchi sur cette idée de saturation. Je l'ai dit tout à l'heure, impermanence et continuité. Si je le dis en des termes plus soutenus, puisque, dit-on, c'est la première phrase qui fut écrite dans notre tradition culturelle, Anaximandre de Milet, Genesis kai phtora, phtora kai Genesis. Genèse et déclin, déclin et genèse. Aristote a également une expression de cet ordre qui est reprise par saint Thomas d'Aquin, generatio corruptio. Corruptio, génération. Je ne traduis pas.
voyez, donc on voit bien ce processus-là, moi, qui me paraît être en jeu. Alors le paradoxe, et je terminerai là-dessus, parce qu'il y a toujours un paradoxe chaque fois qu'il y a un changement civilisationnel. C'est Goethe qui rappelait cela. Le paradoxe de nos jours, ça a été ma seule définition que j'ai proposée de la postmodernité, c'est la synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets. Archaïque, à l'encontre du langage familier, ce n'est pas ce qui est dépassé. Arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental, ce qui reste. On dirait une structure anthropologique, si je reprends l'expression que je disais tout à l'heure. C'est l'archétype, enfin on pourrait les définir de diverses manières, peu importe. Et pour moi, ce qui est en jeu actuellement, ben voilà, c'est cette synergie-là. C'est-à-dire qu'on va revenir des éléments archaïques, j'ai dit tout à l'heure, religion, des mots très simples, solidarité, bénévolat, générosité, et on pourrait multiplier à l'infini des expressions de cet ordre, et cela trouve le développement technologique Internet. Je rappelle la chose suivante. Au IIIe, IVe siècle de notre ère, il y avait 3 religions à mystère qui étaient là. Mithra, Orphée, le christianisme. Le christianisme était la religion des pauvres, de ceux qui ne devaient pas... C'était une religion qui ne devait pas se développer et qui était promue effectivement à la décadence. Mithra, au contraire, c'était la religion des officiers, des importants de ce monde. Et curieusement, c'est le christianisme qui va se développer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là est sécrété, et je fais exprès d'employer ce mot, ce qui est un élément de la tradition catholique et du catéchisme que nous apprenions, la communion des saints. Et la communion des saints, c'était quoi, hein? Cette petite église de Milan était unie en esprit à celle de Luc de Naume, de Lutèce, de Narbonne, de Rome, etc. Et c'est parce qu'il y a eu cette communion des saints, si vous voulez, bien qu'il y a eu ce triomphe de cette religion des pauvres, en quelque sorte. Et de mon point de vue, et c'est pour ça que je donne cet exemple ici, actuellement, Internet, c'est la communion des saints postmoderne. C'est-à-dire que de fait, vous voyez, ce qui est en jeu, au-delà de la formule, vous l'oubliez, mais c'est les réseaux sociaux, c'est le net-activisme, où se développent ces soulèvements, où se développent ces formes de révolte, hein, d'insurrection de divers ordres, etc. Et je fais exprès de dire net-activisme. C'est quelque chose qui, dans le fond, n'est plus imposé par la verticalité du pouvoir, mais qui s'élabore à partir de l'horizontalité de la puissance. Pouvoir, puissance. Le pouvoir est vertical, la puissance est horizontale. Et il y a, dans cette, quand je dis synergie de l'archaïque et du développement technologique, eh bien quelque chose qui justement est le propre même des réseaux sociaux, des forums de discussion, des blogs et autres perspectives de cet ordre. Et c'est là que se créent, dans le sens fort du terme véritablement, les processus d'insurrection par rapport à l'ordre établi. Voilà un peu, si vous voulez, ce que je pouvais dire pour susciter éventuellement une discussion. Je ne sais pas si j'ai été un peu trop, comme ça, un peu trop vaporeux, mais il me paraissait important, à partir de l'actualité, de chercher ce qui est substantiel. Et je répète la métaphore que je vous disais il y a un instant, le roi clandestin. Le roi clandestin d'une époque en gestation. Et ce roi clandestin, ce sera celui du soulèvement. Voilà, chers amis, je vous remercie de votre attention. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.